Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'amour d'une mère se heurte à la dure réalité des décisions financières de ses enfants? Eh bien, laissez-moi vous raconter la fois où mon fils a cassé le doigt de mon mari parce que nous refusions de nous porter caution pour un prêt pour la maison de rêve de sa femme. Mais le vrai choc, c'est ce qui s'est passé à la banque le lendemain. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite, car si vous trouvez que votre famille est compliquée, attendez de voir la mienne. Je m'appelle Hélène Dubois, et les déjeuners du dimanche chez nous ont toujours été le clou de ma semaine. Il y a quelque chose de magique à voir tout le monde réuni autour de la table. Mon mari Jacques qui découpe le rôti, nos petits-enfants qui chapardent des petits pains supplémentaires, et le chaos réconfortant des conversations familiales qui remplit chaque recoin de notre modeste salle à manger. Après 34 ans de mariage, ce sont ces moments qui me font vivre. Ce dimanche en particulier a commencé comme tous les autres. J'étais dans la cuisine, en train de mettre la dernière main à ma purée de pommes de terre à l'ail, le plat préféré de Jacques, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, suivie du martèlement de petits pieds courant dans le couloir. « Mamie !» La voix d'Élie a retenti alors qu'il déferlait dans la cuisine. Sa sœur de 5 ans, Zoé, n'était pas loin derrière. « On a apporté le dessert !» J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je me suis penchée pour les serrer tous les deux dans mes bras. « Eh bien, vous deux, vous êtes exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui, » ai-je dit en leur embrassant le sommet de la tête. Leur père, mon fils David, est apparu dans l'embrasure de la porte, une boîte de pâtisserie à la main et un sourire fatigué sur le visage. « Maman !» a-t-il dit en se penchant pour m'embrasser sur la joue. « Ça sent incroyablement bon ici. » Mais c'est Amélie, ma belle-fille, qui a attiré mon attention. Elle vibrait d'une énergie que je n'arrivais pas à cerner. Son sourire était un peu trop large, ses yeux un peu trop brillants. En 15 ans que je la connaissais, j'avais appris à reconnaître quand elle préparait quelque chose. « Hélène !» s'est-elle exclamée, me donnant une accolade qui semblait plus théâtrale que sincère. « J'espère que tu ne t'es pas donné trop de mal. Tout a l'air absolument parfait. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle a souligné le mot « parfait » qui m'a fait marquer une pause. J'ai toujours été fière de ma capacité à lire les gens. 30 ans en tant qu'institutrice en école primaire vous donnent cette compétence. Et quelque chose clochait définitivement avec Amélie. « Ce n'est qu'un rôti de bœuf », ai-je répondu en l'observant attentivement. Rien d'extraordinaire. Jacques est entré du garage, s'essuyant les mains sur un chiffon. À 58 ans, il était toujours aussi beau que le jour où je l'avais rencontré, bien que ses cheveux noirs aient cédé la place à un poivre et sel distingués. David, Amélie, les enfants grandissent chaque semaine, je le jure. Il s'est baissé pour attraper Zoé, qui a poussé un cri de joie alors qu'il la faisait tourner. En les regardant tous, j'ai senti cette vague familière de gratitude m'envahir. C'était ça, l'important. La famille, réunie, en sécurité. Je ne savais pas encore que dans moins d'1 heure, notre paisible déjeuner du dimanche exploserait en chaos. Nous nous sommes réunis autour de la table, les assiettes pleines de rôtis, de purée et de haricots verts. Jacques venait de finir de dire le bénédicité quand Amélie s'est raclé la gorge, un signal que j'avais appris à reconnaître au fil des ans comme sa façon d'attirer l'attention. « Alors » a-t-elle commencé, en fouillant dans son immense sac à main de créateur. « David et moi avons une nouvelle excitante à vous annoncer. » Ma première pensée, j'ai honte de l'admettre, a été qu'elle pourrait être à nouveau enceinte. Mais au lieu d'une échographie, Amélie a sorti une pile de brochures glacées et les a placées en plein centre de la table, manquant de renverser la saucière. « Nous avons trouvé la maison de nos rêves !» a-t-elle annoncé,
la voix pleine d'excitation. Elle a commencé à étaler les brochures sur la table comme un croupier dans un casino, chacune présentant une maison qui semblait sortir d'un magazine de décoration. J'ai échangé un rapide regard avec Jacques, dont la fourchette s'était arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Les demeures sur ces brochures n'étaient pas de simples maisons. C'étaient de véritables manoirs. 3 étages de fenêtres étincelantes, des pelouses immenses, et ce qui semblait être une piscine dans le jardin de l'une d'entre elles. Les descriptions détaillées parlèrent de parquets en chêne massif, de cuisines équipées avec des appareils dernier cri et de salles de bain qui ressemblaient à des spas privés. C'était un monde de luxe et d'opulence qui semblait à des années-lumière de notre propre vie confortable mais simple. Chaque image était une promesse de perfection. Une vie sans souci, soigneusement mise en scène pour séduire l'acheteur. Je pouvais presque sentir l'odeur de peinture fraîche et le silence feutré de ces pièces vastes et vides, attendant d'être remplies par les rires d'une famille. Mais en même temps, une petite voix dans ma tête me chuchotait que ce genre de perfection avait un prix, et pas seulement en euros. C'était un prix que je craignais que mon fils et sa femme ne soient pas prêts à payer. « C'est au Clos des Chênes », a poursuivi Amélie, nommant l'un des quartiers les plus exclusifs de notre ville. 4 chambres, 3 salles de bain et demie, une cuisine de chef avec des comptoirs en marbre, et le jardin le plus incroyable pour les enfants. Les écoles sont les mieux notées, et ce n'est qu'à 15 minutes du bureau de David. David hochait la tête, la fierté évidente dans son expression. C'est parfait, maman. Tout ce que nous avons toujours voulu. J'ai pris une gorgée d'eau, essayant de digérer ce que je voyais. David était cadre intermédiaire dans une entreprise technologique. Une situation confortable, mais pas le confort du Clos des Chênes. Et Amélie était entre 2 emplois depuis quelques mois, bien qu'elle n'ait pas partagé cette information. Je l'avais appris par mon amie Marthe, dont la fille travaillait dans la même agence de marketing. « Elle est magnifique », ai-je dit prudemment. « Félicitations. Quand est-ce que vous signez ?» Amélie et David ont échangé un regard, et j'ai su instantanément que ce n'était pas une simple annonce. Il y avait plus à venir, et mon estomac s'est noué d'appréhension. Le silence qui s'est installé était bref, mais il contenait tout le poids de ce qui allait suivre. Je pouvais voir l'hésitation dans les yeux de David, un mélange de supplication et d'embarras. Tandis qu'Amélie semblait rassembler son courage pour la partie la plus difficile de leur discours. C'était le genre de moment où une dynamique familiale entière pouvait basculer, où une simple conversation pouvait tracer une ligne dans le sable, séparant le avant du après. Je me suis préparée, redressant subtilement ma posture, un vieux réflexe d'enseignante se préparant à une situation difficile. Je savais que mes prochains mots, et ceux de Jacques, seraient en cruciaux. « C'est là que ça se complique », a dit David en se raclant la gorge. « C'est en fait pour ça que nous voulions vous parler à tous les deux aujourd'hui. Nous avons été préapprouvés pour la majeure partie, mais nous avons juste besoin que vous vous portiez caution pour le prêt. » a terminé Amélie. Sa voix était désinvolte, comme si elle nous demandait d'aller chercher les enfants à l'école. Le prêteur veut un peu plus de sécurité, étant donné les taux actuels. Et comme vous êtes propriétaire de votre maison sans crédit depuis des années, ce ne serait qu'une formalité. La table est devenue silencieuse. Même Élie, qui négociait bruyamment un haricot vert contre un dessert avec sa sœur, semblait sentir la tension soudaine dans la pièce. J'ai regardé Jacques, et j'ai vu sa mâchoire se contracter de manière presque imperceptible. C'était son signe avant-coureur, le calme avant la tempête. Je savais ce qu'il pensait, une formalité qui pouvait potentiellement nous coûter nos économies de toute une vie, notre sécurité durement gagnée, notre tranquillité d'esprit pour la retraite. Je pouvais voir le calcul se faire dans ses yeux, les décennies de travail acharné et de sacrifices défiler devant lui alors qu'il pesait le poids de la demande de notre fils. Le rôti dans mon assiette semblait soudainement lourd et sans saveur.
La chaleur et la convivialité de notre déjeuner du dimanche s'étaient évaporées, remplacées par une atmosphère froide et chargée de non-dits et d'attentes démesurées. Le mot « caution » résonnait dans ma tête, un mot simple avec des implications si complexes et si dangereuses. « C'est une grosse demande », a finalement dit Jacques, sa voix mesurée. Se porter caution n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Cela nous rendrait également responsables du prêt. Le sourire d'Amélie n'a pas vacillé, mais j'ai remarqué que ses jointures blanchissaient alors qu'elle serrait un peu plus sa fourchette. C'est vraiment juste une formalité. Nos revenus couvrent largement les mensualités. La banque veut juste une couche de sécurité supplémentaire, puisque c'est notre premier achat immobilier à ce niveau de prix. Je connaissais assez bien mon mari pour voir les signes avant-coureurs, le léger froncement entre ses sourcils, la façon dont ses épaules s'étaient redressées. Il se préparait à dire non. Et étant donné le regard déterminé sur le visage d'Amélie, cela n'allait pas bien se terminer. Jacques était un homme de principe, et l'un de ses principes les plus fondamentaux était la prudence financière. Il nous avait sortis de situations difficiles dans nos jeunes années, grâce à sa capacité à voir au-delà du désir immédiat et à anticiper les risques futurs. Je savais qu'il ne voyait pas seulement une belle maison sur une brochure, mais un engagement financier de 30 ans. Une chaîne qui lirait notre avenir au leur d'une manière qui le mettait profondément mal à l'aise. La tension dans la pièce était palpable, comme l'air avant un orage. J'ai posé ma main sur mon genou sous la table, mes propres doigts se crispant sur le tissu de ma jupe, me préparant à l'inévitable confrontation. « De quelle somme parle-t-on ici ?» a demandé Jacques en attrapant une des brochures. « La maison est affichée à 650 000 €, a répondu David. Nous avons 20% d'apport, donc nous financerions 520 000 €. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. Un demi-million d'euros. C'était plus de 3 fois ce que notre maison avait coûté. Et nous avions eu du mal avec ces mensualités dans les premières années. « Fils, » dit lentement Jacques, « c'est un engagement considérable. Quel est le taux d'intérêt qu'il vous propose ?»« Un peu moins de 4%, a dit David, ce qui est en fait assez bon sur le marché actuel. Jacques a hoché la tête pensivement, mais je pouvais voir le calcul se faire derrière ses yeux. Il avait passé toute sa carrière comme ingénieur en structure, et les chiffres étaient sa seconde langue. Ses doigts tapotaient doucement sur la table, un rythme régulier qui trahissait la vitesse de son esprit. Il ne pensait pas seulement aux mensualités, mais à l'amortissement, aux taxes foncières, aux coûts d'entretien imprévus d'une si grande propriété, à l'assurance. Il construisait un modèle financier complet dans sa tête, et d'après son expression de plus en plus grave, les fondations de ce modèle semblaient précaires. J'ai senti une vague d'anxiété monter en moi. Ce n'était plus une conversation sur une maison de rêve. C'était une discussion sur un risque financier qui pouvait affecter non seulement l'avenir de nos enfants, mais aussi le nôtre. Donc, vous vous retrouvez avec des mensualités d'environ quoi ? 2 500 € juste pour le prêt, sans compter les impôts fonciers, l'assurance, les charges, l'entretien, a calculé Jacques à voix haute. Amélie est intervenue. Nous avons fait les calculs, Jacques. Nous pouvons le gérer. Il y avait une pointe d'agacement dans sa voix maintenant. Le premier indice que cette conversation ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Je suis sûr que vous pensez que vous le pouvez, a répondu Jacques, son ton toujours égal. Mais avez-vous pris en compte les imprévus ? Que se passe-t-il si l'un de vous perd son emploi ? Si la maison a besoin d'une réparation majeure ? S'il y a une urgence médicale ? David s'est agité inconfortablement sur sa chaise. « Papa, nous ne sommes pas des enfants. Nous avons réfléchi à tout ça. »« Vraiment ?» a demandé Jacques. Et maintenant, il y avait une netteté dans ces mots qui m'a fait grimacer. Parce que se porter caution signifie que si vous ne pouvez pas faire ces paiements pour une raison quelconque, c'est nous qui sommes responsables.
Notre crédit, notre retraite, tout ce pourquoi nous avons travaillé pendant 40 ans, serait en danger. Le sourire d'Amélie avait complètement disparu. Nous ne vous demandons pas de faire les paiements. Nous vous demandons juste votre signature. Ce qui revient au même aux yeux de la banque, a contré Jacques. Son calme était en train de s'effriter, remplacé par une frustration à peine voilée. Il ne s'agissait plus seulement de chiffres, c'était une question de responsabilité, un concept que Jacques prenait avec le plus grand sérieux. J'ai décidé d'essayer une approche plus douce. Ce que le père de David veut dire, c'est que nous voulons aider, mais nous devons être prudents avec les enchevêtrements financiers, surtout à notre âge. Nous pensons à notre retraite, au coût de santé en vieillissant. Donc, vous ne nous faites pas confiance ? A coupé Amélie, sa voix plate. Ce n'est pas ce que ma mère a dit, a répondu David. Mais je pouvais voir qu'il commençait à être frustré, lui aussi. J'ai posé ma main sur le bras de Jacques, sentant la tension dans ses muscles. Peut-être pourrions-nous examiner d'autres options. Une maison légèrement plus petite pour commencer, peut-être. Ou attendre qu'Amélie travaille à nouveau à plein temps. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, j'ai su que j'avais fait une erreur. La tête d'Amélie s'est relevée d'un coup, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Qui t'a dit que je ne travaillais pas ?» David a semblé surpris. « Quoi ?»« Maman, Amélie est toujours chez Crawford Marketing. » J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Je pensais que Marthe avait mentionné quelque chose à propos d'une restructuration chez Crawford. Marthe devrait s'occuper de ses affaires, a dit froidement Amélie. Je suis maintenant en contrat de projet. Plus de flexibilité, même salaire. L'atmosphère à table était passée de tendue à glaciale. Je me suis sentie prise au piège, mes bonnes intentions ayant jeté de l'huile sur le feu. J'avais essayé de désamorcer la situation, mais j'avais accidentellement touché un nerf à vif, exposant une vulnérabilité qu'Amélie s'efforçait de cacher. La conversation avait dévié de la finance pour devenir personnelle, et dans ces eaux troubles, les mots devenaient des armes. Jacques, qui n'était pas du genre à reculer quand il avait une conviction forte, a secoué la tête. « Écoutez, le fond du problème est que je ne suis pas à l'aise de me porter caution pour un prêt de cette taille. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de prudence financière. J'ai vu trop de familles déchirées par des problèmes d'argent. » David a repoussé son assiette, sa nourriture à peine touchée. « Papa, c'est la maison de nos rêves. Nous n'aurons peut-être pas une autre chance comme celle-ci dans ce quartier. » « Alors ce n'est peut-être pas la bonne maison pour vous en ce moment, » a répondu fermement Jacques. « Les rêves sont importants, fils. Mais vivre selon ses moyens l'est tout autant. » C'est alors qu'Amélie s'est levée, sa chaise raclant bruyamment contre le parquet. « C'est exactement pour ça que nous avons hésité à vous le demander. Vous avez toujours pensé que David n'était pas assez bien, qu'il ne pouvait pas être à la hauteur de vos standards. » Amélie, ai-je commencé, mais elle n'avait pas fini. Vous vivez dans cette modeste maison et conduisez votre voiture de 10 ans et pensez que tout le monde devrait vivre selon vos valeurs dépassées. Eh bien, devinez quoi? Nous voulons plus pour nos enfants. Nous voulons qu'ils aient les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Je sentais mon cœur battre plus vite. Ces mots étaient comme des flèches, visant non seulement les opinions de Jacques, mais aussi le cœur de notre mode de vie. C'était une attaque contre tout ce que nous avions construit, notre philosophie de vie basée sur la simplicité et la sécurité, plutôt que sur l'ostentation. J'ai regardé Jacques, voyant la blessure dans ses yeux se mêler à la colère. Le visage de Jacques était devenu rouge, une veine palpitant à sa tempe. Il n'y a rien de mal à vivre selon ses moyens. Il ne s'agit pas d'être tape à l'œil ou de vouloir rivaliser avec les voisins. Il s'agit de sécurité, de construire quelque chose de solide.
Papa, est intervenu David, se levant également. Ça suffit, Amélie a raison. Tu as toujours été comme ça. Peur de prendre des risques. Peur de rêver en grand. J'ai regardé avec consternation le déjeuner du dimanche, que j'avais passé des heures à préparer sombrer dans le chaos. Zoé avait commencé à pleurer, confuse et effrayée par les voix qui s'élevaient, tandis qu'Élie était assis, figé, les yeux grands ouverts. « S'il vous plaît », ai-je dit, en essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Ne faisons pas ça devant les enfants. Peut-être pourrions-nous en parler une autre fois, quand tout le monde sera plus calme. » Mais Jacques ne reculait pas. « Non, Hélène. Ils doivent entendre ça. J'ai travaillé trop dur pendant trop d'années pour mettre en péril notre avenir pour une maison qui est clairement au-dessus de leurs moyens. » David a frappé du poing sur la table, faisant cliqueter la vaisselle. « Au-dessus de nos moyens ? Tu n'as aucune idée de ce dont nous sommes capables. Tu me traites encore comme si j'avais 16 ans. Alors arrête d'agir comme tel, » a crié Jacques en retour, en agissant impulsivement, en voulant que tout te soit servi sur un plateau d'argent. Au milieu de cette dispute qui s'intensifiait, personne n'a remarqué Élie se pencher sur la table pour attraper la corbeille à pain. Son petit bras s'est trop étiré, renversant son verre de lait. Le liquide blanc s'est répandu sur la table, s'infiltrant dans les brochures glacées de la maison et coulant sur le pantalon de marque d'Amélie. « Regarde ce que tu as fait !» a lancé Amélie au garçon, qui s'est immédiatement mis à sangloter. Je me suis levée d'un bond pour prendre une serviette, le cœur brisé à la vue des larmes de mon petit-fils. « C'était un accident, Amélie. Ce n'est qu'un enfant. » David s'était approché pour réconforter son fils, tandis que Jacques utilisait sa serviette pour éponger le lait renversé. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le moment qui allait tout changer. Alors que Jacques se penchait sur la table, David a fait un mouvement brusque pour attraper l'une des brochures trempées. Leurs bras se sont heurtés et j'ai entendu un craquement sinistre, suivi du cri de douleur de Jacques. Il a retiré sa main et nous avons tous regardé avec horreur son index, qui était plié à un angle contre nature. « Mon Dieu, papa, je suis désolé !» s'est exclamé David, son visage perdant toute couleur. « Je ne voulais pas… » Jacques berçait sa main blessée, son visage blanc de douleur. « Il est cassé !» a-t-il dit à travers ses dents serrées. « Bon sang, il est cassé !» La pièce a explosé en une activité frénétique. J'ai couru au congélateur pour prendre de la glace, l'enveloppant dans un torchon et la pressant doucement sur le doigt enflé de Jacques. Amélie faisait sortir les enfants de la salle à manger à la hâte, tandis que David restait figé, l'horreur gravée sur son visage. « Nous devons t'emmener aux urgences, » ai-je dit à Jacques, qui a hoché la tête avec raideur, sa respiration courte. « Je vais te conduire, » a proposé David, la culpabilité évidente dans sa voix. « Non, » a dit sèchement Jacques. « Ta mère m'y emmènera. » La blessure qui a traversé le visage de David m'a fait mal au cœur, mais ce n'était pas le moment d'apaiser les sentiments. Jacques avait besoin de soins médicaux, et la tension entre lui et David était encore trop vive. « Occupe-toi des enfants, » ai-je dit à David en aidant Jacques à se lever. « On t'appellera de l'hôpital. » Le trajet vers les urgences s'est fait en silence, à l'exception du sifflement occasionnel de douleur de Jacques lorsque la voiture heurtait une bosse. Je voulais dire quelque chose pour le réconforter, pour donner un sens à ce qui venait de se passer. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, j'ai tendu la main et l'ai posée sur son genou. Un geste qui disait ce que je ne pouvais pas exprimer. Je suis là. Nous allons surmonter ça. Ce n'est que lorsque nous étions assis dans la salle d'attente bondée, entourés par le défilé des blessures et des maladies du vendredi soir, que Jacques a finalement parlé.
Je n'ai pas bien géré ça, a-t-il admis, la voix basse. J'ai serré sa main non blessée. Aucun de nous ne l'a fait. Mais ils ne peuvent pas se permettre cette maison, Hélène? Tu sais qu'ils ne le peuvent pas. J'ai hoché lentement la tête. Je sais. Et au fond d'eux, ils le savent probablement aussi. Jacques a soupiré, grimaçant en bougeant sa main blessée. Amélie ne travaille plus chez Crawford, n'est-ce pas? La question m'a prise au dépourvu. Marthe a dit qu'il y a eu des licenciements il y a 3 mois. Amélie en faisait partie. Et elle ne l'a pas dit à David? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être qu'elle l'a fait. Peut-être pas. Mais je sais qu'ils ont utilisé les cartes de crédit plus qu'ils n'auraient dû. David a mentionné avoir dû jongler avec certains comptes quand nous avons déjeuné le mois dernier. Jacques a fermé les yeux, appuyant sa tête contre le mur. Et ils veulent que nous nous portions caution pour un prêt d'1 demi-million. Mon Dieu! Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Je ne pouvais pas arrêter de voir l'expression sur le visage de David quand Jacques a refusé. De la déception, de la colère, mais en dessous de tout ça, un éclair de soulagement. Comme si une partie de lui avait voulu que nous disions non. Je m'inquiète pour eux, Jacques, ai-je finalement dit. Ce n'est pas seulement à propos de la maison. Quelque chose ne va pas. Avant qu'il ne puisse répondre, une infirmière a appelé son nom et nous avons été conduits dans une salle d'examen. La radiographie a confirmé ce que nous savions déjà, une fracture nette de son index. Pendant que le médecin posait une attelle sur le doigt et donnait des instructions pour les soins, je ne pouvais m'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle les choses avaient dégénéré. Il était près de minuit quand nous sommes rentrés à la maison. La maison était sombre et silencieuse. La salle à manger montrait encore les signes de notre dîner désastreux. Des assiettes avec de la nourriture à moitié mangée, des verres renversés et des brochures humides et froissées sur la table. « Laisse ça !» a dit Jacques quand il m'a vu regarder le désordre. « On s'en occupera demain. » Mais aussi épuisé que j'étais, je savais que je ne pourrais pas dormir avec le chaos persistant. Alors, pendant que Jacques prenait son analgésique prescrit et allait se coucher, je suis restée debout à nettoyer les preuves physiques de la fracture de notre famille. En essuyant la table, mon téléphone a vibré avec un texto de David. « Papa va bien ?» J'ai répondu « Doigt cassé, mais il s'en remettra. » « Comment vont les enfants ?» La réponse est venue rapidement. « Secoué. Élie pense que c'est de sa faute. » Mon cœur s'est serré. Pauvre Élie, à 7 ans, pensant qu'il était responsable de la blessure de son grand-père. J'ai répondu par texto. « Dis-lui que c'était un accident et que papy n'est pas en colère contre lui. Nous vous aimons tous. » Il y a eu une longue pause avant que la réponse n'arrive. « Nous vous aimons aussi, maman. » Aucune mention du prêt, de la dispute ou de ce qui se passerait ensuite. Mais ces quelques mots, « Nous vous aimons aussi », m'ont donné l'espoir que ce qui avait été brisé ce soir pourrait finalement être réparé. J'ai fini de nettoyer dans un état d'épuisement et de drainage émotionnel. Alors que j'éteignais les lumières et montais à l'étage, j'ai résolu de tirer au clair ce qui se passait avec David et Amélie. Leur situation financière était clairement plus précaire qu'ils ne le laissaient paraître. Et s'ils étaient prêts à risquer notre relation pour cette maison, il devait y avoir quelque chose de plus grand en jeu. Le sommeil est venu par intermittence cette nuit-là, mes rêves remplis de doigts cassés et de maisons qui devenaient de plus en plus grandes et menaçantes à chaque pièce que je traversais. Je me suis réveillée à l'aube pour trouver Jacques déjà debout, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café, son doigt avec l'attelle posé maladroitement sur un coussin. « Je ne t'ai pas entendu te lever, » ai-je dit, me versant une tasse. « Je n'arrivais pas à dormir, » a-t-il répondu.
La douleur me réveillait. Je me suis assise en face de lui, étudiant son visage. Malgré les analgésiques, il avait l'air fatigué, les rides autour de ses yeux plus profondes que d'habitude. « Je vais appeler David aujourd'hui, » ai-je dit. « Je pense que nous devons comprendre ce qui se passe vraiment. » Jacques a hoché la tête. Je pensais la même chose. Mais peut-être devrions-nous aller un peu plus loin. Allons avec lui à la banque, vérifions les chiffres nous-mêmes. J'ai haussé les sourcils de surprise. Tu penses donc qu'il accepterait ça? Je pense que si nous abordons la chose de la bonne manière, non pas comme un défi, mais comme un soutien, ils pourraient le faire. Parce que s'ils peuvent vraiment se permettre cette maison, je reconsidérerai ma position, mais j'ai besoin de voir les chiffres. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré sa main non blessée. Après 34 ans de mariage, Jacques avait encore la capacité de me surprendre avec sa capacité de croissance et de changement. Je l'appellerai après le petit déjeuner, ai-je dit. Mais avant que je ne puisse le faire, mon téléphone a sonné. C'était David. « Maman ?» Sa voix semblait tendue. « J'ai besoin de te parler, seul. » L'insistance sur le mot « seul » a envoyé un frisson d'appréhension le long de ma colonne vertébrale. « Bien sûr !» ai-je répondu. « Est-ce que tout va bien ?» Il y a eu une longue pause. « Non !» a-t-il finalement dit. « Ça ne va pas? Est-ce que je peux passer ?» Amélie emmène les enfants chez sa mère pour la journée. « Viens pour le petit déjeuner » ai-je suggéré, en jetant un coup d'œil à Jacques, qui me regardait avec inquiétude. « Je vais faire ces pancakes aux myrtilles que tu aimes tant. » Une autre pause. « Papa ne va pas vouloir me voir. »« Ton père t'aime, David. Il est blessé physiquement et émotionnellement, mais il t'aime. »« J'ai cassé son doigt, maman. »« C'était un accident. » ai-je insisté. « S'il te plaît, viens. Nous devons en parler en famille. » Après ce qui a semblé une éternité, il a accepté. « Je serai là dans 1 heure. » Alors que je raccrochais, Jacques a haussé un sourcil. « Il vient ?» J'ai hoché la tête. « Pour le petit déjeuner. Et Jacques, quelque chose ne va pas. Je peux l'entendre dans sa voix. » Jacques a soupiré, regardant son doigt avec la telle. « Eh bien, cette famille sait certainement comment organiser un déjeuner du dimanche explosif. Voyons si nous pouvons rendre le petit déjeuner moins mouvementé. » Malgré sa tentative d'humour, je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Quoi qu'il se passe avec notre fils, nous étions sur le point de le découvrir, et j'avais le sentiment que ce serait plus compliqué qu'un simple prêt pour une maison de rêve. Je me suis affairée aux préparatifs du petit déjeuner, trouvant du réconfort dans la routine familière. En mélangeant la pâte et en coupant les fruits, mon esprit revenait sans cesse au visage d'Amélie quand j'avais mentionné son travail. Il y avait eu quelque chose là. Pas seulement de la colère, mais de la peur. Le genre de peur qui vient quand une façade soigneusement construite est en danger de s'effondrer. La sonnette a retenti précisément 1 heure plus tard. Jacques est allé ouvrir, et j'ai entendu le murmure de voix masculine dans le couloir. Gênée, hésitante, mais pas hostile. Un bon signe. Quand ils sont entrés dans la cuisine, David avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses yeux étaient cernés de rouge, ses cheveux normalement soignés en désordre. Il s'est approché de moi avec précaution, comme s'il n'était pas sûr de son accueil. « Maman » a-t-il dit simplement, et la richesse d'émotion dans ce seul mot a failli me briser le cœur. Je l'ai attiré dans mes bras, sentant son corps s'affaisser contre le mien. Pendant un instant, il n'était pas un homme de 32 ans avec ses propres enfants, mais mon petit garçon cherchant du réconfort après une chute. « Tout ira bien » ai-je chuchoté, bien que je n'ai aucune idée si c'était vrai. Nous nous sommes assis pour le petit déjeuner, nous 3 naviguant autour de l'éléphant dans la pièce. J'ai servi des pancakes, Jacques a versé du café, et David a fait la conversation sur le temps qu'il faisait.
C'était douloureusement normal, comme des acteurs jouant une scène d'harmonie familiale. Finalement, alors que nous finissions de manger, David a posé sa fourchette et a pris une profonde inspiration. « Je dois vous dire quelque chose à tous les deux, » a-t-il commencé, sa voix mal assurée. « Et j'ai besoin que vous écoutiez sans m'interrompre. Pouvez-vous faire ça ?» Jacques et moi avons échangé un regard, puis nous avons hoché la tête. « Amélie a perdu son emploi il y a 3 mois, » a dit David, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Il y a eu des licenciements chez Crawford et elle a été l'une des premières à partir. Elle cherche quelque chose de nouveau, mais les emplois en marketing sont rares en ce moment et elle fait du freelance pour rapporter un peu d'argent, mais ce n'est pas stable. Il a fait une pause, passant une main dans ses cheveux. Nous avons utilisé les cartes de crédit pour combler le manque, et les choses sont devenues incontrôlables. Nous sommes au maximum sur 3 cartes, et les paiements minimums nous tuent. J'ai pris des projets supplémentaires au travail, en essayant de joindre les 2 bouts, mais ce n'est pas suffisant. Mon cœur s'est serré en l'écoutant. C'était pire que ce que je craignais. « La maison !» a poursuivi David, sa voix se brisant légèrement. Ce n'était pas seulement une maison de rêve pour nous, c'était une porte de sortie. Amélie a découvert que les propriétaires étaient prêts à proposer un arrangement de location-vente avec un apport plus faible si nous pouvions obtenir une caution. Nous pensions que si nous pouvions entrer dans un meilleur district scolaire, dans un quartier où Amélie pourrait réseauter avec des familles à revenus plus élevés, elle aurait une meilleure chance de décrocher un bon emploi. Il a levé les yeux, ses yeux brillants de larmes non versées. Je sais que ça semble fou maintenant en le disant à voix haute, mais nous étions désespérés. Nous sommes désespérés. Jacques, qui avait écouté attentivement, a finalement parlé. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir plus tôt, fils, avant que les choses n'empirent à ce point ?» Le rire de David était creux. La fierté, la honte, le fait de ne pas vouloir admettre que je ne pouvais pas prendre soin de ma famille. Faites votre choix. « Nous sommes tes parents, » ai-je dit doucement. « Nous aurions aidé. »« Je sais, » a répondu David, sa voix faible. « C'est en fait pour ça que je suis ici. Je vais à la banque aujourd'hui pour voir exactement quelles sont nos options. Les vraies options, pas celles fantasmées auxquelles Amélie et moi nous accrochons. Et j'espérais que tu viendrais avec moi, papa. Tu as toujours été meilleur avec les questions financières. » J'ai retenu mon souffle, observant le visage de Jacques. C'était une demande monumentale étant donné ce qui s'était passé la veille. Mais à mon grand soulagement, Jacques a hoché la tête. « Je viendrai, » a-t-il dit simplement. « Mais je veux que ta mère nous rejoigne aussi. Elle a une bonne tête pour les réalités pratiques que les chiffres ne montrent parfois pas. » David m'a regardé, le soulagement évident sur son visage. « Merci, maman. Papa, je ne mérite pas ça après hier soir. » « La famille, ce n'est pas une question de mérite, » lui ai-je dit fermement. « C'est s'aimer les uns les autres dans les moments difficiles, même quand on fait des erreurs. » Et donc, 1 heure plus tard, nous nous sommes retrouvés tous les 3 assis dans le bureau de Sophie Martin au Crédit Populaire. Sophie, une femme élégante dans la cinquantaine avec un sourire chaleureux et des yeux vifs, était mon amie depuis l'université, bien avant qu'elle ne devienne conseillère financière. « Hélène, Jacques », nous a-t-elle salués, son sourire s'effaçant légèrement en remarquant l'attelle de Jacques. « Et voici David, je présume. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» David a redressé les épaules. « J'ai besoin de comprendre mes options financières. Ma femme et moi envisageons d'acheter une maison, mais je pense que nous devons prendre du recul et évaluer notre situation de manière réaliste. » Sophie a hoché la tête avec approbation. « C'est une approche sage. Commençons par examiner votre situation financière actuelle. Revenus, dépenses, dettes, actifs.
Ensuite, nous pourrons discuter du type d'achat immobilier qui pourrait être réalisable pour vous. Pendant l'heure qui a suivi, David a exposé les détails de leur situation financière, Sophie entrant les chiffres dans son ordinateur. Au fur et à mesure que le tableau devenait plus clair, j'ai ressenti une alarme croissante. Ils n'étaient pas seulement en difficulté, ils étaient au bord du désastre financier. Leur dette de carte de crédit s'élevait à plus de 30 000 €, avec des taux d'intérêt supérieurs à 20% sur la plupart des cartes. Le revenu irrégulier d'Amélie en freelance couvrait à peine les paiements minimums. Et la maison qu'ils convoitaient, même avec l'option de location-vente, la mensualité aurait représenté près de 60% de leur revenu actuel. « David », a dit doucement Sophie quand elle a terminé son analyse. Sur la base de ce que vous avez partagé, je ne peux pas en bonne conscience recommander un achat immobilier pour le moment. Votre priorité doit être de rembourser cette dette à taux d'intérêt élevé et de stabiliser votre situation de revenu. Le visage de David s'est décomposé, bien que je puisse dire que ce n'était pas totalement inattendu. Alors, que devrions-nous faire? Nous nous noyons dans ces paiements de cartes de crédit. Sophie a tapé quelques touches de plus sur son ordinateur. Il y a plusieurs options. Un prêt de consolidation de dette pourrait aider, bien qu'avec votre ratio d'endettement actuel, le taux d'intérêt ne serait pas idéal. Une autre option serait de travailler avec un service de conseil en crédit à but non lucratif. Alors que Sophie décrivait les différentes voies à suivre, j'ai observé David de près. La déception initiale avait cédé la place à autre chose. Du soulagement, comme si un poids était levé de ses épaules à chaque suggestion pratique. « Et qu'en est-il de notre situation de logement actuelle ?» a-t-il demandé. « Notre bail se termine dans 2 mois et le propriétaire augmente le loyer. Nous pouvons à peine nous le permettre tel quel. » Sophie a froncé les sourcils. « Cela complique les choses. Emménager temporairement chez de la famille serait-il une option pendant que vous vous remettez sur pied ?» David nous a jeté un regard, une question dans les yeux. Avant que je ne puisse parler, Jacques s'est raclé la gorge. « Fils, tu sais que toi et ta famille êtes toujours les bienvenus chez nous. Ce serait un peu serré, mais nous pourrions nous arranger jusqu'à ce que vous soyez de nouveau sur des bases solides. » J'ai hoché la tête en signe d'accord, bien que l'idée d'avoir 2 adultes et 2 enfants supplémentaires dans notre maison de 3 chambres soit intimidante. David a secoué la tête. « J'apprécie, papa, mais je ne pense pas qu'Amélie… je veux dire, ce serait beaucoup demander à tout le monde. » « Il y a une autre option, » est intervenue Sophie. « Un arrangement de logement multigénérationnel. Pas nécessairement emménager ensemble, mais trouver un duplex ou une maison avec un appartement indépendant que vous pourriez partager. Cela réduirait les coûts pour tout le monde, tout en maintenant une certaine intimité. » Pendant qu'elle parlait, je pouvais voir les rouages tourner dans l'esprit de Jacques. « Comme la maison de Marguerite Lambert, » a-t-il dit soudainement. Elle parle de louer l'étage supérieur de sa maison depuis que son mari est décédé. C'est une unité complètement séparée, 2 chambres, sa propre cuisine. « Marguerite de l'église ?» ai-je demandé, surprise. Marguerite était une veuve de 68 ans qui vivait dans une belle et vieille maison victorienne qui avait été convertie en 2 appartements. Elle avait mentionné lors du dernier repas partagé de l'église qu'elle envisageait de louer l'étage supérieur, mais qu'elle était nerveuse à l'idée d'avoir des étrangers chez elle. Elle se sentirait plus à l'aise de louer à quelqu'un qu'elle connaît, a poursuivi Jacques. Et c'est dans le même district scolaire que les enfants maintenant, donc ils n'auraient pas à changer d'école. David semblait pensif. Combien demanderait-elle ? Connaissant Marguerite, probablement en dessous du prix du marché, ai-je répondu, surtout pour une famille de la paroisse. Cela vaut la peine d'explorer, a convenu Sophie. Et cela vous permettrait de vous concentrer sur le remboursement de cette dette sans la pression d'un loyer en hausse.
Au moment où nous avons quitté la banque, un plan commençait à prendre forme. David parlerait à Marguerite de l'appartement. Nous les aiderions avec le dépôt de garantie si nécessaire. Et plus important encore, David aurait une conversation honnête avec Amélie sur leur réalité financière. Alors que nous nous tenions sur le parking, David s'est tourné vers son père. « Papa, à propos d'hier soir, je suis tellement désolée pour ton doigt, pour ce que j'ai dit, pour tout. » Jacques a regardé son fils pendant un long moment, puis l'a attiré dans une étreinte à un bras. « Nous disons tous des choses que nous ne pensons pas quand nous avons peur, fils. Et nous avions tous peur hier soir. Peur de différentes choses, mais peur néanmoins. Je les ai regardés, ces deux hommes que j'aimais plus que ma propre vie, et j'ai senti une lueur d'espoir. La route à venir ne serait pas facile. Amélie résisterait probablement à l'idée de renoncer à la maison de rêve, de déménager potentiellement dans l'appartement de Marguerite. Il y aurait d'autres conversations difficiles, d'autres larmes, d'autres ajustements. Mais à ce moment-là, debout sur un parking de banque un lundi matin, je pouvais voir le premier pas vers la guérison, à la fois financière et familiale. Ce qu'aucun de nous ne savait alors, c'est que le plus grand choc était encore à venir, car Amélie gardait un autre secret, un secret qui allait tout changer. Mais cette révélation devrait attendre notre retour à la maison, où un visiteur inattendu nous attendait sur le pas de notre porte. Le trajet de retour de la banque était plus calme que l'aller. Chacun de nous était perdu dans ses pensées. David était assis sur la banquette arrière, ses doigts tapotant nerveusement contre son genou, alors qu'il regardait par la fenêtre. J'apercevais son reflet dans le rétroviseur, l'inquiétude gravée sur les traits de son visage, le faisant paraître plus âgé que ses 32 ans. « Elle va être tellement en colère », a-t-il finalement dit, brisant le silence. Jacques a ajusté sa prise sur le volant, faisant attention à son doigt avec l'attelle. Amélie est une femme intelligente, David. Une fois qu'elle comprendra la situation. « Tu ne comprends pas, » a interrompu David. « Cette maison, ce n'est pas juste une maison pour elle. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Le symbole que nous avons réussi. » Il a fait des guillemets avec ses doigts, sa voix teintée d'amertume. Je me suis retournée sur mon siège pour lui faire face. D'où vient cette pression? Est-ce qu'Amélie a toujours été si focalisée sur les apparences? David a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Surtout de ses parents. Ils ont toujours eu la grande maison, les voitures de luxe, l'abonnement au country club. En grandissant, Amélie a été entourée de richesses, puis son père a tout perdu dans la crise financière. Ils sont passés d'un manoir à un appartement de 2 chambres, du jour au lendemain. Alors, c'est une question de sécurité pour elle, ai-je dit, la compréhension m'éclairant. Il s'agit de prouver qu'elle n'a pas échoué, a répondu doucement David, qu'elle a reconquis ce que sa famille a perdu. Jacques a croisé mon regard, une communication silencieuse passant entre nous. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison ou d'un prêt. Il s'agissait de blessures plus profondes, d'insécurité que l'argent ne pouvait pas guérir. Alors que nous tournions dans notre rue, j'ai remarqué une voiture inconnue garée devant notre maison. Une élégante BMW argentée qui criait la richesse et le statut. « C'est la voiture d'Amélie », a dit David, sa voix soudainement tendue. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle était censée être chez sa mère avec les enfants toute la journée. » Jacques s'est garé dans l'allée, et avant qu'il ne soit complètement arrêté, David ouvrait la portière, son corps tendu d'appréhension. En nous approchant du porche, je l'ai vue. Amélie, assise sur nos marches, ses lunettes de soleil de créateur cachant ses yeux,
mais pas la crispation de sa mâchoire. « Amélie » a dit David, la surprise évidente dans sa voix. « Où sont les enfants ?»« Toujours chez ma mère » a-t-elle répondu, se levant et époussetant une poussière invisible de son pantalon blanc immaculé. « Je les ai déposés et je suis venue directement ici. Nous devons parler. » Son regard s'est déplacé vers Jacques et moi, et je pouvais sentir la froideur de son évaluation. Nous tous. À l'intérieur, la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Amélie était perchée sur le bord de notre canapé, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux, l'image d'un sang-froid contrôlé, à l'exception du léger tremblement de ses doigts. « Je sais où vous avez été », a-t-elle dit une fois que nous étions tous assis. « À la banque, sans moi. » David s'est agité inconfortablement. « Amélie, j'avais besoin de comprendre nos options. » « Nos options ?» a-t-elle interrompu, sa voix s'élevant. « Tu veux dire que tu avais besoin que tes parents te disent quoi faire, comme toujours ?»« Ce n'est pas juste, » suis-je intervenue, essayant de garder ma voix calme. « David est venu nous demander de l'aide, pas qu'on lui dise quoi faire. » Amélie s'est tournée vers moi, enlevant ses lunettes de soleil pour révéler des yeux cernés de rouge. Elle avait pleuré. « Avec tout le respect que je vous dois, Hélène, c'est entre mon mari et moi. Vous l'avez toujours couvé, et maintenant il court voir papa et maman au lieu de soutenir sa femme. » Jacques s'est penché en avant, le visage rouge. « Maintenant, écoutez-moi bien. »« Non, c'est vous qui allez m'écouter, » l'a coupé Amélie, sa voix se brisant d'émotion. « Vous n'avez aucune idée de ce que nous traversons. Aucune idée de ce que c'est que de voir ces enfants grandir dans un quartier où les écoles tombent en ruine, où il y a des fusillades à 3 rues de là. De rester éveillé la nuit en se demandant si on est en train de les laisser tomber parce qu'on ne peut pas se permettre de déménager ailleurs, dans un endroit plus sûr. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds d'une vérité que nous n'avions pas pleinement appréciée. David a tendu la main vers elle, mais elle l'a retirée. « Amélie, s'il te plaît, » a-t-il dit doucement. « Laisse-moi t'expliquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Qu'on ne peut pas se permettre la maison, qu'on est noyé sous les dettes, que je dois renoncer à mon rêve de donner à nos enfants la vie qu'ils méritent. » Sa voix était amère, mêlée de larmes qu'elle refusait de verser. « Je sais déjà tout ça, David. Je ne suis pas stupide. Personne n'a dit que tu l'étais, » ai-je dit doucement. Mais parfois, nous avons besoin d'une nouvelle perspective pour voir une voie à suivre. Amélie a ri, un son creux qui ne contenait aucun humour. Une nouvelle perspective? C'est comme ça que vous appelez le fait d'aller dans mon dos pour discuter de nos finances avec des étrangers? Sophie n'est pas une étrangère, a répondu David. C'est une conseillère financière qui nous a donné des options solides. Des options comme quoi? A demandé Amélie. Emménager avec tes parents? Déménager dans un appartement encore plus petit? S'il te plaît, éclaire-moi sur ces merveilleuses options. David a pris une profonde inspiration. En fait, papa a eu une idée à propos de la maison de Marguerite Lambert, l'étage supérieur. Marguerite Lambert, la veuve de votre église? L'expression d'Amélie était incrédule. Tu veux qu'on emménage avec une personne âgée? C'est un appartement complètement séparé, a expliqué Jacques, son ton mesuré. 2 chambres, sa propre entrée et cuisine, et c'est dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. Amélie s'est levée brusquement, arpentant le petit salon. C'est incroyable. Un jour, nous parlons d'une maison au Clos des Chênes, et le lendemain, vous suggérez que nous devenions locataires dans le grenier d'une vieille dame. Ce n'est pas un grenier, ai-je corrigé, sentant ma patience s'épuiser. C'est un bel et spacieux appartement, et Marguerite est une femme adorable qui serait une voisine merveilleuse. Pour qui? Pour vous? A rétorqué Amélie.
Parce qu'elle a votre âge, votre amie. C'est ça le plan? Nous garder tous sous votre œil vigilant pour vous assurer que David ne grandisse jamais complètement? J'ai senti la piqûre de ces mots, mais avant que je ne puisse répondre, David s'est levé, le visage rouge de colère. Ça suffit, Amélie. Mes parents essaient de nous aider, ce qui est plus que je ne peux en dire de ta mère, qui sait exactement ce que nous traversons, mais n'a pas offert un centime. C'était un coup bas, et nous le savions tous. Amélie a tressailli comme si elle avait été giflée. « Laisse ma mère en dehors de ça » a-t-elle murmuré. Elle a ses propres problèmes. « Nous aussi » s'est exclamé David. « Nous sommes en train de nous noyer, Amélie. Les cartes de crédit, ta situation professionnelle, le bail qui se termine. Nous sommes dans de sérieux ennuis, et j'en ai marre de faire comme si ce n'était pas le cas. » Le sang-froid d'Amélie s'est finalement fissuré. Des larmes ont coulé sur ses joues, alors qu'elle se laissait retomber sur le canapé. « Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que j'aime rester éveillée la nuit à me demander comment nous allons nous en sortir? J'ai peur, David. J'ai si peur. » La franchise brute de sa voix a changé quelque chose dans la pièce. La colère et la défensive ont cédé la place à une vulnérabilité partagée que même moi je pouvais sentir. David s'est assis à côté d'elle, passant un bras hésitant autour de ses épaules. « J'ai peur aussi, » a-t-il admis. « C'est pourquoi je suis allé à la banque aujourd'hui, pas pour te trahir, mais pour affronter la réalité, afin que nous puissions trouver une solution ensemble. » Amélie s'est appuyée contre lui, son corps semblant se dégonfler. « Je suis enceinte, » a-t-elle murmuré. Les mots ont atterri comme une bombe au milieu de notre salon. David s'est figé, ses bras toujours autour de ses épaules, ses yeux grands ouverts de choc. « Tu es quoi ?» a-t-il balbutié. « 12 semaines, » a-t-elle dit en essuyant ses larmes. « Je l'ai découvert le mois dernier. J'attendais le bon moment pour te le dire, mais ensuite le propriétaire a dit qu'il augmentait le loyer, et j'ai commencé à chercher des maisons. Et puis... » Elle a fait un geste impuissant. Tout a dégénéré. J'ai échangé un regard avec Jacques, dont l'expression reflétait mon propre mélange de surprise et d'inquiétude. Un autre bébé? Pas étonnant qu'Amélie ait été si désespérée pour une maison plus grande, pour la stabilité, pour la sécurité. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a demandé David, sa voix à peine audible. « Parce que j'étais terrifiée » a pleuré Amélie. « On a déjà du mal à s'en sortir avec 2 enfants. Comment sommes-nous censés en gérer 3? Et maintenant, je ne trouve pas de travail et nous sommes endettés jusqu'au cou. » Et elle a de nouveau fondu en larmes. La révélation a tout changé. Soudain, la pression désespérée d'Amélie pour la maison, sa réaction émotionnelle à notre refus de nous porter caution, sa peur, tout prenait sens. Elle n'était pas seulement matérialiste ou soucieuse de son statut. C'était une mère qui essayait de créer une sécurité pour une famille qui s'agrandissait. Je me suis assise de l'autre côté d'Amélie, posant hésitamment ma main sur son dos. À ma surprise, elle ne s'est pas retirée. « Oh, ma chérie !» ai-je dit doucement. « Pas étonnant que tu aies été si stressée. »« J'ai tout gâché, » a-t-elle sangloté. « Nos finances, notre relation avec vous et Jacques, tout. »« Tu n'as rien gâché, » a dit fermement Jacques, nous surprenant tous. Il s'est assis sur la table basse, juste en face d'Amélie, sa main blessée posée sur ses genoux. « La vie arrive, les bébés arrivent, et les familles, les vraies familles, se serrent les coudes quand les temps sont durs. » Il a regardé David. « Ta mère et moi avons eu notre propre crise financière quand tu es né. Le savais-tu? » David a secoué la tête, son bras toujours autour d'Amélie. « J'ai perdu mon emploi 3 mois avant ta date d'accouchement, » a poursuivi Jacques. L'entreprise a réduit ses effectifs et soudainement, nous n'avions plus de revenus, une hypothèque
et un bébé en route. Nous étions terrifiés. J'ai souri au souvenir, aussi douloureux qu'il ait été à l'époque. Nous avons dû ravaler notre fierté et emménager chez mes parents pendant 6 mois, le temps que ton père trouve un nouvel emploi et que nous nous remettions sur pied. Vous ne me l'aviez jamais dit, a dit David. Parce que ce n'était pas quelque chose dont nous étions fiers, a admis Jacques. Mais avec le recul, c'était l'une des meilleures décisions que nous ayons jamais prises. Mon beau-père m'a appris plus sur la gestion financière pendant ces 6 mois que je n'en avais appris de toute ma vie. Et ta grand-mère, il m'a souri, nous a appris à tous les deux ce qui compte vraiment quand on élève une famille. Amélie s'était calmée, écoutant attentivement à travers ses larmes. « Qu'est-ce qui compte ?» a-t-elle demandé, sa voix faible. « La sécurité, l'amour, la stabilité, » ai-je répondu. « Et ces choses ne viennent pas de la taille de votre maison ou du quartier où vous vivez. Elles viennent du fait de savoir que vous avez des gens qui vous rattraperont quand vous tomberez. » Amélie a essuyé ses yeux. « Mais les enfants, ils méritent mieux que ce que nous pouvons leur donner en ce moment. Ce qu'ils méritent, ce sont des parents qui ne sont pas stressés au point de craquer, » a dit doucement Jacques. « Qui ne s'épuisent pas au travail pour maintenir un style de vie qu'ils ne peuvent pas se permettre. Crois-moi, c'est plus important qu'un grand jardin ou une adresse chic. » David a pris la main d'Amélie. « On devrait aller voir la maison de Marguerite. Juste voir. Sans engagement. Mais si c'est sûr, propre, et que ça nous donne un peu de répit financièrement, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de l'envisager? Au moins jusqu'à ce qu'on ait remboursé les cartes de crédit et que tu trouves un nouvel emploi. » Amélie a hésité, puis a hoché lentement la tête. « Je suppose qu'on pourrait regarder. » La tension dans la pièce s'est légèrement relâchée. Ce n'était pas une résolution, pas encore, mais c'était un début, une reconnaissance que le chemin à parcourir exigerait des compromis et de l'honnêteté. « Il y a autre chose dont nous devons discuter, » ai-je dit prudemment. « Le bébé, vous allez avoir besoin de soutien, surtout avec 2 autres petits à la maison. » La main d'Amélie s'est posée de manière protectrice sur son ventre encore plat. On s'en est sorti avant. « Mais vous n'avez pas à le faire seul, » ai-je insisté. « Jacques et moi sommes à la retraite maintenant. Nous avons du temps. Nous pouvons aider avec la garde des enfants, les sorties d'école, avec tout ce dont vous avez besoin. » « Sans jugement ?» a demandé Amélie, son regard direct et provocateur. « Parce que je ne peux pas supporter plus de critiques en ce moment, Hélène. Je ne peux tout simplement pas. » J'ai ressenti une pointe de culpabilité, me demandant à quelle fréquence mes conseils bien intentionnés avaient été perçus comme des critiques. « Sans jugement, » ai-je promis. « Juste du soutien. » Jacques a hoché la tête en signe d'accord. « Et en parlant de soutien, parlons d'un vrai plan financier. Pas seulement pour la crise immédiate, mais pour le long terme. » Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé, vraiment parlé, d'options, de possibilités et d'étapes pratiques. Jacques a suggéré une rencontre avec Richard Fournier, un conseiller financier de notre Église spécialisé dans l'aide aux familles en crise. David et Amélie ont accepté de prendre rendez-vous. J'ai évoqué la possibilité pour Amélie de suivre des cours en ligne pour améliorer ses compétences en marketing pendant sa recherche d'emploi, quelque chose qu'elle pourrait faire de chez elle, à son rythme. L'étincelle d'intérêt dans ses yeux m'a donné de l'espoir. Au moment où nous avons fait une pause pour le déjeuner, l'atmosphère s'était transformée. La colère et la défensive avaient cédé la place à une coopération prudente. Ce n'était pas parfait. Amélie se tendait encore lorsque Jacques mentionnait de couper les cartes de crédit, et David devenait sur la défensive lorsque je suggérais qu'il pourrait avoir besoin de vendre une de leurs voitures. Mais c'était un progrès. Alors que je préparais des sandwichs dans la cuisine, Amélie est apparue dans l'embrasure de la porte, son visage montrant encore les séquelles des larmes, mais plus composé. « Je peux aider ?» a-t-elle demandé avec hésitation.
Bien sûr, ai-je répondu en poussant la miche de pain vers elle. Tu peux couper ces tomates si ça ne te dérange pas. Nous avons travaillé en silence pendant quelques instants. Le seul son était le hachage rythmique du couteau d'Amélie contre la planche à découper. Je suis désolée, a-t-elle dit finalement, sans lever les yeux de sa tâche. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, que tu couvais David. Ce n'était pas juste. J'ai posé le couteau que j'utilisais pour étaler la moutarde. Et je suis désolée si je t'ai déjà fait sentir jugée ou critiquée. Ce n'a jamais été mon intention. Amélie a hoché la tête, toujours concentrée sur les tomates. Je sais. C'est juste que c'est difficile parfois d'être comparée. Ta maison est toujours si parfaite. Tes finances si organisées. David a grandi avec cet exemple de comment les choses devraient être. Et j'ai l'impression de ne jamais être à la hauteur. Ces mots m'ont surprise. Parfaite? Amélie, cette maison a 40 ans. Le toit fuit quand il pleut trop fort. Les placards de la cuisine datent de 1982. Nous conduisons des voitures qui ont plus de 10 ans. Mais vous êtes heureux? A-t-elle dit simplement. Toi et Jacques, vous avez ce contentement que je n'ai jamais réussi à trouver. Peu importe ce que nous achetons, ce que nous accomplissons, ça ne semble jamais assez. Je me suis approchée pour me tenir à côté d'elle, prenant doucement le couteau de ses mains tremblantes. Le contentement n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur de toi, ma chère. C'est quelque chose que tu cultives et ça prend du temps. Et si je n'y arrive pas? A murmuré Amélie, rencontrant enfin mes yeux. Et si je suis toujours en train de courir après la prochaine chose, la plus grande maison, le meilleur travail? Et si je transmets ça à mes enfants? La vulnérabilité de sa question m'a profondément touchée. Ce n'était pas l'Amélie polie et confiante qui passait habituellement nos déjeuners du dimanche avec des vêtements de marque et une coiffure parfaite. C'était une femme terrifiée à l'idée de répéter des schémas qu'elle avait vus dans sa propre éducation. Le fait que tu poses la question signifie que tu es déjà en train de briser le cycle, lui ai-je dit. Et tu ne le feras pas seul. Un bruit provenant de l'embrasure de la porte nous a fait nous retourner toutes les deux. David se tenait là, nous observant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. Amélie a hoché la tête, s'essuyant les mains sur un torchon. « Oui, juste une petite conversation à cœur ouvert entre belle-mère et belle-fille. » David a haussé les sourcils, clairement surpris, mais satisfait. « Eh bien, ne me laissez pas vous interrompre. Je venais juste voir si le déjeuner était prêt. Papa commence à avoir un peu faim là-bas. » J'ai ri, le son brisant les dernières tensions. Dis-lui encore 5 minutes et rappelle-lui que la patience est une vertu. Alors que David retournait au salon, Amélie s'est tournée vers moi avec un sourire hésitant. J'aimerais voir l'appartement de Marguerite si elle est d'accord pour nous le montrer. Je l'appellerai cet après-midi, ai-je promis, sentant une vague d'espoir. C'était un petit pas, mais un pas important. Après le déjeuner, David et Amélie se sont préparés à partir, devant récupérer les enfants chez la mère d'Amélie. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Jacques a pris David à part pour un mot en privé, tandis qu'Amélie et moi nous tenions près de la porte. « Je suis vraiment désolée pour le doigt de Jacques, » a-t-elle dit doucement. « C'était un accident, l'ai-je assuré. Et entre nous, il apprécie un peu l'attention. Il m'a fait beurrer ses tartines ce matin. » Le rire d'Amélie était petit, mais sincère. David se sent terriblement mal à ce sujet. « Je sais, mais ils vont s'arranger. » J'ai hésité, puis j'ai ajouté « Et félicitations, au fait, pour le bébé. C'est une merveilleuse nouvelle, une fois que nous aurons réglé tout le reste. » Sa main s'est déplacée inconsciemment vers son ventre. « Je m'habitue encore à l'idée moi-même. Ce n'était pas prévu. »
Les meilleures choses de la vie le sont rarement, ai-je répondu avec un sourire. David et Jacques nous ont rejoints, et il y a eu un moment de gêne alors que nous nous tenions tous dans l'entrée, personne ne sachant trop comment mettre fin à cette visite chargée d'émotions. Bon, a finalement dit David. Nous appellerons Richard pour un rendez-vous et tu parleras à Marguerite pour voir l'appartement. Jacques a hoché la tête. Et je commencerai à rassembler quelques chiffres pour un plan de remboursement de la dette. Rien d'engageant, a-t-il ajouté rapidement, voyant Amélie se tendre. Juste quelques options à considérer. Merci, a dit Amélie, et je pouvais dire que les mots ne lui venaient pas facilement. De ne pas avoir baissé les bras avec nous. Vous êtes de la famille, ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille. Alors que leur voiture s'éloignait du trottoir, j'ai senti le bras de Jacques se glisser autour de ma taille. Eh bien, a-t-il soupiré. C'était intense, ai-je complété. Épuisant, émotionnellement, drainant. Tout ça à la fois, a-t-il convenu, mais aussi nécessaire et peut-être même guérisseur.